Espace TV, le 22h. À la une de l'actualité ce soir, les femmes de l'opposition dans la rue, vêtues de tout blanc, elles scandent des propos hostiles au pouvoir en place. Pourquoi sont-elles dans la rue? Que réclament-elles? Élément de réponse dans ce journal. Nous partirons à la rencontre des jeunes artisans guinéens qui excellent dans la fabrication d'objets divers, notamment des bateaux ou encore des avions. Enfin, nous évoquerons l'arrivée de jeunes migrants africains dans la région des Hautes-Alpes où leur nombre ne cesse de croître. Ils fuient les conditions précaires dans leur pays d'origine. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Espace TV. Les femmes de l'opposition et les familles des victimes des marches de l'opposition dans la rue ce mercredi, vêtues de tout blanc, elles protestent contre l'impunité et dénoncent la répression des forces de sécurité lors des manifestations de l'opposition. Leur marche dite blanche s'est passée sans incident majeur, mais a tout de même paralysé la circulation, notamment sur l'axe Le Prince. Mohamed Vadek Touré, Yacouba Traoré. La circulation paralysée. Aucun véhicule sur la chaussée. Depuis 8 heures, les femmes de l'opposition, vêtues en blanc avec des rubans rouges sur leur tête, ont investi le carrefour Concasseur pour protester contre les violences policières. Nous sommes ici aujourd'hui, accompagnés de toutes les femmes éprises de paix et de justice. Parmi ces 90 jeunes, jamais on n'a eu une seule fois un monsieur, un policier ou un gendarme qui nous ont montré que soi-disant que c'est ce dernier qui a tué l'un ou l'autre. Avec des slogans hostiles au régime, ces femmes ont voulu, à travers cette marche, dénoncer l'impunité et réclamer la justice pour les victimes des violences politiques depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé. Elles brandissent des pancartes sur lesquelles sont écrits « Justice aux victimes ». Protestons contre les tueries, l'injustice, l'assassinat de nos enfants. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous marchons aujourd'hui, nous femmes de l'opposition, nous marchons en tant que Guinéennes, en tant que femmes, en tant que mères, pour dire non à cette répression sanglante. Cette marche blanche qui s'est déroulée sur la route de Prince a mobilisé plusieurs femmes des différents partis politiques de l'opposition. Après Amdallaye, les protestataires se sont dirigés à Bambeto où s'est tenu le meeting pour parler des jeunes décédés lors des dernières manifestations. On va dire à Alpha Condé, plus jamais ça. Nous sommes des mamans, nous sommes des mères. S'ils ne ressentent pas de pitié, on a pitié de nos mamans qui ont perdu leurs enfants. Ces femmes de l'opposition exigent l'arrêt des tueries sur la route Le Prince et demandent la justice pour les différentes victimes. Depuis quelques semaines, donc, l'école guinéenne tourne au ralenti à cause de la grève déclenchée par le SLEG. Ce syndicat des enseignants s'est entretenu ce mercredi avec la Confédération estudiantine et scolaire de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, tenter une médiation pour la suspension de la grève. Cependant, le SLEG a réitéré sa position sur ses revendications. Et il s'agit entre autres des 40% et les 8 millions comme salaire de base. Alseni Bari, Lamine Silla. Après le Kontigi de la Basse-Côte, c'est le tour de la Confédération estudiantine scolaire de l'Afrique, en collaboration avec l'Association des élèves, étudiants et diplômés, de tenter une médiation pour une sortie de crise qui paralyse l'école guinéenne. Nous sommes venus chercher à avoir pleine connaissance, pleine mesure de la situation. En deuxième lieu, nous avons aussi plaidé auprès de nos enseignants pour qu'ils prennent en compte notre volonté de reprendre le chemin de l'école. Conscient du spectre d'une année blanche auquel l'on s'achemine, le syndicat libre des enseignants et chercheurs demande au gouvernement de satisfaire leurs revendications. C'est un droit absolu qui nous a été arraché indûment, qui nous a été volé par l'État alors que c'était un acquis. Voilà, c'est pourquoi c'est ce que nous avons expliqué. Il est impossible pour nous aujourd'hui de reculer et que c'est à l'État de concéder. C'est à l'État d'examiner la situation et de prendre ses responsabilités pour éviter l'année blanche. Le discours du président de la République a visiblement déçu les syndicats. S'ils s'attendaient à des annonces fortes, ils n'ont reçu qu'une invite à la trêve. Et pour eux,
Le FMI, PPTE ou encore d'autres institutions sur lesquelles le gouvernement base ses arguments ne sauraient leur faire fléchir. On ne peut pas lui accorder la trêve. On lui a accordé beaucoup de trêves. De 2010 jusqu'en 2014, il a eu, n'est-ce pas, largement, n'est-ce pas, la trêve. C'est parce que c'est à ce moment-là qu'il a parlé de PPTE, l'atteinte du PPTE qui a été fait. Le résultat était obtenu, mais il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Ensuite, Ebola est venu, il a dit encore, vous attendez. Après Ebola, c'est qu'en 2014 qu'on a commencé à réagir. Notons que les négociations avec le gouvernement battent de l'aile sur les 2 points qui étaient à l'ordre du jour, à savoir la levée de la suspension du salaire du secrétaire général et l'augmentation du salaire à 40% avec effet rétroactif. Seul le premier point est acquis. La Coalition nationale des femmes pour la démocratie et la citoyenneté des femmes et l'Association des jeunes filles pour la promotion de l'espace francophone ont conjointement animé ce mardi un point de presse à Kouléa. Objectif, dénoncer en général les violences faites aux femmes et en particulier le cas d'Aïcha Touré qui a été battue par son mari. Mariam Foudi Kamara, Aboubakar Din Kamara. Les femmes sont victimes de violences sous toutes les formes et parfois elles conduisent à la mort. Le dernier cas en date est celui de Aïcha Touré qui a été battue par son mari au terme de sa grossesse. Cet acte ne peut passer sous silence. C'est pourquoi ces ONG ont tenu à attirer l'attention des autorités sur l'ampleur des violences faites aux femmes. Quand vous regardez les violences, coups et blessures, vous avez vu, il y a 1121 cas pour 2017 qui sont passés par la médecine légale. Mais au niveau de l'OPROGEM, il n'y a que 173 cas. Rassurez-vous, les statistiques là, nous les avons eues juste pour attirer l'attention des autorités et vous autres sur ce qui se passe. Les membres de ces différentes ONG invitent les proches des victimes de violences à dénoncer afin d'éviter le pire. Les femmes qui sont battues, qui subissent des violences dans leur foyer n'ont pas toujours le courage de les dénoncer. Mais les sœurs, les tantes, les frères à côté peuvent le faire à leur place. C'est pourquoi nous demandons à ce que chacun et chacune soit gardien et gardienne des filles qui subissent les violences. La protection de l'âme n'ayant plus de sens à l'égard de certaines personnes, Makale Souma invite tout le monde à se battre contre les violences que subissent les femmes. Nos sœurs guinéennes, une de nos sœurs guinéennes qui s'est fait jeter du haut du 4e étage, une autre qui s'est fait tuer par son propre mari à Liège. Je pense que c'est terrible quoi, ce qui arrive actuellement. Je pense que nous devons nous battre pour mettre fin aux violences faites aux filles et aux femmes dans notre pays. Ça n'honore pas la Guinée. Des recommandations comme la poursuite des auteurs de violences et l'adoption d'une loi spécifique à propos des violences basées sur le genre ont été faites. L'actualité aussi, c'est cette élection présidentielle en Sierra Leone. Les Sierra Leonais ont commencé mercredi à élire leur nouveau président. 16 candidats sont en liste, dont 2 femmes. Un poste qui ne devrait pas échapper à l'un des 2 partis qui dominent la vie politique depuis des décennies, à moins qu'un 3e homme ne vienne basculer la donne. Malik Sandiana Kamara nous signe ce commentaire. L'affluence est de taille dans les bureaux de vote. Avant l'heure d'ouverture, le bureau de vote de l'école Ville Mémorial à Congo Cross était envahi. Une centaine de personnes attendaient pour s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Le premier votant était là depuis 2 heures du matin. Il y a eu aussi quelques moments de tension. Certains agents sont un peu débordés par l'affluence. Des retards d'ouverture de bureaux ont été aussi constatés, ainsi qu'un manque de matériel. Mais dans l'ensemble, aucun incident grave n'a été reporté à la mi-journée. Le chef de mission d'observation de l'Union européenne a confié ces informations avant de souligner l'enthousiasme remarquable des électeurs et de les féliciter pour leur patience. Dans les rues de Freetown ce matin, pas d'embouteillage puisque les autorités ont interdit toute circulation le jour du vote. Partout, ces files d'attente qui s'allongent d'heure en heure. Les services de sécurité y sont là pour veiller au bon déroulement. Selon les observateurs, le taux de participation pourrait donc être assez élevé. Les électeurs doivent remplir 4 bulletins différents, puisqu'ils doivent élire leurs maires, leurs conseillers municipaux, leurs députés et surtout
leur prochain président de la République. L'éducation, les infrastructures, la santé, le contrôle des prix, mais surtout, deux mots reviennent dans toutes les bouches. Le premier, c'est la paix. Les derniers scrutins se sont plutôt bien déroulés. Mais le souvenir de la guerre civile, 120 000 morts en 11 ans, reste très vivace. 16 candidats sont en lice, dont 2 femmes. Comme annoncé dans les titres, un jeune artisan de Kamsar vient de fabriquer un bateau pouvant transporter 20 personnes à son bord et un avion de 2 places. Yero Kanté, c'est son nom, entend poursuivre cette activité pour satisfaire les attentes des populations guinéennes, mais aussi africaines. Reportage Fodé Oumar Kamara, Salif Lifo Sissé. Yero Kanté est forgeron de son état. Dès son enfance, il s'inspirait des engins pour les en faire des maquettes en compagnie de ses amis. Ce jeune artisan a réussi à mettre à la disposition des visiteurs de Bouki un petit avion de 2 places et une navette pouvant transporter 20 personnes à son bord. J'ai commencé ça depuis l'enfance. Je n'ai pas été à la formation, je n'ai pas été quelque part pour dire d'apprendre. Je peux dire que c'est un don de Dieu. Donc j'ai commencé ça depuis l'enfance, mais en ce moment, c'est en maquette que je faisais. Donc lorsque j'ai continué en maquette petit à petit, j'ai regardé, mais j'ai dit pourquoi pas faire le plus grand, pour utilisable par l'homme par exemple. Développer le continent africain sur la nouvelle technologie, mais aussi apprendre les autres, en sont les préoccupations de Yero Kanté. Mon objectif aujourd'hui, comment il faut apprendre les autres. Comment il faut apprendre les autres pour que l'Afrique aussi puisse faire quelque chose. Depuis des années, ce jeune artisan guinéen évolue dans le centre artisanal de Kamsar. Par manque de soutien, son rêve se transforme en cauchemar. Mon objectif, c'est pour avoir un centre de formation avec une grande atelier pour former aussi les autres. Mais je n'ai pas ces moyens-là, je me débrouille tout seul. Même le bateau que vous voyez là, c'est moi seul qui a financé. Je n'ai pas eu quelqu'un qui va investir pour moi. Le président des artisans de Kamsar reconnaît l'effort d'un de leurs avant de fustiger le comportement du département en charge de l'artisanat. Cela se passe de commentaires, c'est un génie que vous voyez devant vous comme ça, c'est jeune Yero. Il n'est pas son premier essai, il a déjà fabriqué beaucoup de machines pour aider les femmes dans l'extraction d'huile et beaucoup de choses, des moulins et autres. À notre département, le ministère de l'artisanat et du tourisme, que fort malheureusement sont beaucoup plus intéressés aux hôtels. Mais nous les artisans, depuis un certain moment, je peux dire, nous sommes restés un peu pour compte. Ces 2 œuvres de Yero Kanté exposées à la cité industrielle de Kamsar ont permis de vendre l'image de l'artisanat guinéen qui constitue un des secteurs importants dans la vie socio-économique de notre pays. 7 présumés escrocs à travers la société Cunet ont été présentés ce mercredi à la presse. Les autorités leur reprochent d'escroquerie et d'exercer sans autorisation sur le territoire guinéen. Les personnes mises en cause ont été déférées devant le procureur près le tribunal de première instance de Dixine. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souma. Ce sont 7 présumés escrocs, tous souriants, qui ont été présentés aux hommes des médias ce mercredi par les services spéciaux chargés de la lutte contre le crime organisé et le grand banditisme. Ils ont été interpellés alors que certains étaient sur le point de quitter le pays. Selon les autorités, ces personnes sont membres d'une société de vente en ligne appelée CNET. Elle compte 108 000 adhérents en Guinée, un représentant résident et 18 000 représentants indépendants. Le montant minimum pour adhérer à QNet est de 500 à 750 $ par membre, contre l'achat de diverses gammes de produits. Ainsi, chaque membre doit obligatoirement avoir 6 nouveaux membres qui lui permettra d'être au rang de leader afin d'obtenir de QNet la somme de 200 $ par semaine. QNet est une société de vente en ligne qui est interdite dans beaucoup de pays, notamment le Canada. En Guinée, elle exerce en toute illégalité, explique colonel Thieboro. Et pour faire plus de victimes, les cerveaux de la société ont réussi à embarquer certaines personnalités du pays. Et ce qui m'a écœuré encore plus, quand j'ai demandé au ministre du Commerce guinéen, est-ce que le QNet est agréé? Est-ce que le QNet est autorisé dans notre pays? Il a dit que le ministère n'a autorisé personne. C'est de l'anarchie pure et simple. Parmi les personnes interpellées figure Akoy Onivogui. Il avait été arrêté en 2016,
pu libérer sans jugement pour les mêmes faits. Ces mises en cause clament leur innocence et pointent du doigt Souleymane Doumbouya, présenté comme le cerveau de ces réseaux mafieux en Guinée. La personne qui est aujourd'hui censée de vous répondre correctement, c'est Souleymane Doumbouya, celui qui représente la compagnie. Ce n'est pas les RI qui ont acheté un produit. Je suis un client de la compagnie, je ne suis pas un représentant de la compagnie. D'après colonel Thieboro, des milliers de personnes ont été victimes d'arnaques et d'escroqueries de la part de CNET depuis son implantation en Guinée. Une vingtaine de plaintes sont déjà enregistrées. Il encourage d'autres victimes à en faire autant. À présent, l'actualité à l'étranger. Depuis un an, la région française des Hautes-Alpes connaît une augmentation exponentielle d'arrivée de migrants de Guinée et de Côte d'Ivoire, des jeunes qui fuient des conditions de vie précaires et un avenir bouché à la recherche d'une vie meilleure en Europe. Reportage. Certains sont arrivés dans la nuit, d'autres il y a quelques jours. Ces migrants d'Afrique de l'Ouest profitent d'un peu de répit dans ce refuge de Briançon, près de la frontière italienne, après avoir traversé les Alpes. Depuis des mois, ces bénévoles se relaient 24 heures sur 24 pour les accueillir. Je viens à la cuisine à midi et en principe un jour sur deux. Depuis 15 jours, ça a flu. Il y a eu un moment un peu plus calme. Et puis là, c'est reparti toutes les nuits des arrivées entre 15 et 20. Près de 3000 migrants ont fait étape dans ce centre d'accueil depuis juillet dernier. Parmi eux, une grande majorité de Guinéens et d'Ivoiriens. Tous racontent des conditions de vie précaires, le chômage, un drame familial. Autant de raisons qui les ont poussés à traverser la Méditerranée. Quand tu voyais un Ivoirien en France, il venait étudier. Il venait avec la bourse d'études. Mais aujourd'hui, c'est plus bourse d'études, c'est 6 Zodiac. Selou et Abou sont originaires de Guinée. Le pays est régulièrement secoué par l'instabilité politique. Les manifestations, fréquentes, sont violemment réprimées. Plus souvent, c'est les jeunes qu'on tue. Pendant les manifestations, pendant la campagne électorale. En Guinée, ils avaient peur parce qu'on va te tuer pour ne rien. Hanté par son périple vers l'Europe, Abou souffre d'insomnie. Il raconte avoir été emprisonné, maltraité et avoir failli être vendu comme esclave en Libye. Tout comme Selou, marqué par la prison. On ne mange pas, 4 jours, comme si c'est 4 ans. Il vient la nuit, il nous frappe. Il ne donne pas à manger, même l'eau à boire. C'est impossible. Il n'y a même pas de toilette dedans, 4 jours. On n'a pas parti en toilette. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des femmes encore dedans, avec des enfants. On est souffert là-bas. Fin 2013, Ibrahim a fui la Côte d'Ivoire, pourtant première puissance économique d'Afrique de l'Ouest. Exploité, kidnappé puis libéré, il traverse la Méditerranée à 120 personnes sur un Zodiac avant d'arriver en Italie puis en France. Pour rien au monde, je ne ferai ce voyage encore. Parce que déjà, c'est pas digne d'un être humain. Tous ces voyages avec toutes ces humiliations, tous ces... Je sais pas combien de fois j'ai flirté avec la mort, mais je pense que je suis un miraculeux. Parce que c'était pas évident. Le mythe de l'Eldorado européen est souvent entretenu sur les réseaux sociaux par les migrants arrivés sur le vieux continent, soucieux de leur honneur et de rassurer leurs proches restés au pays. Une situation bien loin de la réalité, car pour ces exilés, un nouveau parcours du combattant commence, obtenir des papiers et construire une vie décente. Avec ses puissants remparts, Elvas domine les plaines d'Alegenteio dans le sud du Portugal, mais la cité reste en marge des circuits touristiques. Pour changer la donne, un groupe hôtelier compte transformer un ancien tribunal militaire en hôtel de luxe. Reportage. Pour le Portugal, au niveau touristique, 2017 a été une année record. 20 millions de visiteurs, des recettes de plus de 14 milliards d'euros et plus de 53 000 emplois créés. Devant un tel afflux, il faut s'adapter. Dans la petite ville médiévale d'Obidos, entre Lisbonne et Porto, la Posada, l'hôtel historique, se voit dans l'obligation d'augmenter ses capacités d'accueil.
Le Portugal est à la mode. Il a été désigné meilleure destination touristique au monde et cela est dû au travail qui a été fait par les organismes officiels, par le peuple portugais et les groupes hôteliers. Le tourisme, qui représente 12,5% du PIB, est aujourd'hui le véritable moteur économique du Portugal. Afin de profiter encore plus de cette manne, le gouvernement, via son programme Revive, a décidé de céder à des entreprises privées du tourisme son patrimoine abandonné. Le patrimoine reste dans le giron de l'État, mais nous attribuons des concessions qui varient entre 30 et 50 ans. En échange, l'État exige des investissements, des rénovations de ces bâtiments ainsi que le paiement d'un loyer afin de récupérer des fonds pour que nous puissions réinvestir cet argent dans la restauration d'autres biens. Et justement, à Elvas, dans la région de l'Alentejo, près de la frontière espagnole, c'est un ancien couvent abandonné qui est en train d'être restauré. Le groupe Villa Galé y investit 5 millions d'euros pour le transformer en hôtel. Je pense qu'un pays qui n'entretient pas son patrimoine est un pays sans âme, sans vie. C'est donc une obligation de rénover. Et après, évidemment, c'est aussi un excellent business. Car de mon point de vue d'entrepreneur, le futur appartiendra aux hôtels qui seront différents, qui ne seront pas tous les mêmes. Les gens n'ont plus envie d'aller dans des hôtels qui se ressemblent partout dans le monde. Pour l'instant, 33 édifices ont été sélectionnés pour être rénovés dans tout le Portugal. Les professionnels du tourisme sont confiants et prévoient déjà une année 2018 encore meilleure que 2017. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre aimable attention. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.